Bonjour à tout le monde et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon qui sera consacrée toujours au phénomène de la sédimentation. Puisqu'on a déjà étudié lors de la séance précédente la sédimentation dans le milieu fluviatile et on a distingué l'existence de deux types de sédimentation, la sédimentation horizontale et la sédimentation verticale. Maintenant, nous allons poursuivre l'étude de ce phénomène de sédimentation et on va chercher d'autres milieux de sédimentation et dans laquelle nous allons déterminer les types de sédimentation et donc les facteurs qui interviennent dans cette sédimentation. Et pour cela, nous allons commencer par une situation de départ dans laquelle nous allons regarder une petite vidéo. Vous observez ici des bassins au voisinage de la mer et qui contiennent de l'eau de mer. Après des jours, on observe des grandes quantités du sel qui se sont déposées. On voit ici des hommes qui font extraire du sel à partir de cette eau qui était dans ces bassins. Donc, de grandes quantités peuvent être extraites à partir de cette eau. Et évidemment, il existe des facteurs qui contribuent ou bien qui interviennent dans l'extraction ou bien qui facilitent l'extraction du sel. Donc, vous voyez bien que cette extraction du sel, on peut la considérer comme une forme de sédimentation parce que l'eau était dans ces bassins. On a observé l'eau qui remplit ces bassins et après des jours, on a remarqué le dépôt de grandes quantités du sel dans ces bassins. Et ces sels, évidemment, elles étaient sous forme dissoute dans l'eau. Donc, c'est une sédimentation des grains du sel. Et les questions à poser sont: quels sont les autres milieux de sédimentation et quels sont les facteurs qui contrôlent la sédimentation dans ces milieux? Nous allons répondre à ces deux questions. Et pour cela, nous allons commencer par observer ces trois images qui représentent trois milieux situés dans des régions différentes mais qui possèdent les mêmes caractéristiques. Ces milieux, on les appelle lagunes. On a ici la première lagune. On a ici une deuxième lagune qui est celle de Marichka, près de la ville de Nador. On a ici la lagune de l'Oualidia. Sans doute, il y a quelques-uns parmi vous qui ont déjà visité cette lagune, située entre la ville d'El Jadida et Safi. Donc, quand vous le remarquez, ces lagunes, elles ressemblent à des bassins naturels, ou bien ce sont des bassins naturels qui sont situés au voisinage de la mer, comme vous le voyez. Et ces bassins, ou bien ces lagunes, sont séparés de la mer par une barrière. On a ici une autre barrière. Et la barrière ici entre la lagune et la mer. Mais comme vous le constatez, cette barrière ou bien cette séparation entre la lagune et la mer n'est pas totale. Vous remarquez l'existence d'un point ou bien d'un lieu de communication entre la mer et la lagune. Dans cette deuxième lagune, il est ici. Et dans la lagune de l'Oualidia, il est ici. Donc, ce lieu ou bien ce point de communication permet à l'eau de mer de pénétrer dans la lagune.
donc l'eau de mer entre dans la lagune. On remarque aussi que le courant d'eau, ou bien la vitesse du courant d'eau dans ces lagunes, elle est faible. Surtout dans cette troisième image, que l'on montre bien. Vous voyez que l'eau est calme dans la lagune. Mais dans la mer, vous voyez aussi en blanc des vagues. Donc, le courant d'eau ici est fort. Alors que dans la lagune, il est faible. Donc, ce qui favorise la sédimentation dans ce milieu ou bien dans cette lagune. Et on sait déjà que l'eau de mer constitue ou bien est constituée des ions solubles qui vont se déposer dans ces lagunes. Donc, c'est quoi une lagune? Donc, la lagune est une étendue ou bien un bassin naturel d'eau salée peu profonde située en zone côtière, séparée partiellement de la mer par un cours d'eau littoral, c'est-à-dire une barrière, souvent constituée du sable fin ou bien des galets. Et à l'intérieur de cette lagune, la sédimentation va être observée. Et principalement, c'est une sédimentation d'origine chimique, car l'eau de mer contient, ou bien elle est riche en ions solubles et dissous dans l'eau de mer. Donc la question qui se pose, quels sont les facteurs qui contrôlent la sédimentation dans la lagune? Ou bien, comment la sédimentation se déroule-t-il dans le milieu lagunaire? Et nous allons étudier en détail la sédimentation dans un deuxième milieu naturel après le milieu fluviatile qui est le milieu lagunaire. Et pour cela, nous allons analyser une manipulation. On prend un tube dans lequel on met l'eau de mer. Et nous savons déjà que l'eau de mer contient des ions ou bien des éléments dissous différents qu'on appelle les ions et surtout les ions du sel. Et on sait aussi que l'eau de mer peut contenir des éléments détritiques comme les particules argileuses ou bien les grains de sable. Donc, on laisse ce tube exposé aux rayons solaires. C'est-à-dire, nous allons assister à une évaporation. C'est-à-dire, sous l'effet de l'augmentation de la température, l'eau va s'évaporer. Et on remarque un dépôt d'une première couche du sel appelé carbonate de calcium. Sous l'effet de l'évaporation, l'eau va diminuer, bien la quantité de l'eau va diminuer, et donc le dépôt d'une première couche du sel. Si l'évaporation continue, donc la quantité d'eau va encore diminuer. On assiste au dépôt d'une deuxième couche du sel, qu'on appelle sulfate de calcium. L'évaporation va se poursuivre, c'est-à-dire la quantité d'eau va encore diminuer, comme vous le remarquez, et on constate le dépôt d'une troisième couche du sel, qui est le sel gemme. C'est le sel qu'on achète et qu'on utilise dans notre cuisine. Donc, vous remarquez ou bien vous observez qu'il y a une sédimentation ou bien une distribution verticale de ces grains de sel.
Donc, dépôt des couches les unes sur les autres. Probablement, vous avez déduit le premier facteur qui intervient dans cette sédimentation. Et sans doute, c'est l'évaporation. Parce qu'on a observé que le dépôt de ces couches de grains de sel, il était progressif, selon le degré d'évaporation. C'est-à-dire, plus la quantité d'eau diminue, plus il y a un dépôt des grains de sel de façon progressive. Donc, on remarque ou bien on observe dans le résultat une précipitation progressive des différents sels. C'est quoi une précipitation? C'est-à-dire une transformation ou bien un passage de l'état liquide ou bien l'état dissous des éléments à l'état solide. Parce qu'on est parti des ions du sel et on est arrivé aux grains de sel qui se sont déposés verticalement. Donc, la déduction est la suivante. Comme on a dit, l'eau de mer contient des éléments détritiques, comme les particules argileuses et les grains de sable, c'est-à-dire des éléments solides. Et il contient aussi des éléments dissous, comme les ions du calcaire évidemment, et des sels. Et ces ions, ce sont des éléments chimiques. Pourquoi chimiques? Parce qu'ils forment un mélange homogène avec l'eau. Donc ce sont des éléments chimiques qui sont dans l'eau dissous, qui sont dissous dans l'eau. Mais il peut être précipité, c'est-à-dire déposé ou bien se sédimenter dans un milieu comme la lagune. Donc on assiste ici à un dépôt ou bien à une sédimentation chimique. Maintenant, nous allons expliquer comment ces éléments dissous se déposent verticalement dans les lagunes. Donc, on observe dans cette image des grandes quantités de grains de sel qui se sont précipités ou bien cristallisés ou bien se sont déposés dans un bassin qui ressemble à la lagune. Donc, on a démontré que ces sels se déposent les uns sur les autres de façon verticalement. Le sel numéro 1, c'est le carbonate de calcium. Le sel numéro 2, c'est le sulfate de calcium. Et le sel numéro 3, c'est le chlorure de sodium ou bien le sel gemme. Donc 3 couches verticalement. Donc lorsque l'eau de mer stagne, c'est-à-dire le cours est faible dans la lagune. Stagne, c'est-à-dire le cours est très faible. L'eau elle est calme. L'eau ne bouge pas. Les particules en suspension. On sait que l'eau de mer peut contenir des particules argileuses. Ou bien l'eau des précipitations qui se jette dans les lagunes peut contenir des particules argileuses. Donc, elles vont se déposer les premiers. Elles vont constituer une couche imperméable au fond, qui vont absorber de l'eau puis il devient une boue. Donc, ils vont former une couche imperméable. غير منفذة. Donc, lorsque cette lagune est remplie de l'eau de mer, donc l'eau va s'évaporer. Et les ions que cette eau contient vont précipiter, cristalliser, c'est-à-dire elles vont passer de l'état dissous à l'état solide, sous forme de sel dans l'ordre suivant. Donc le carbonate de calcium CaCO3, c'est le sel numéro 1. Le sulfate de calcium, c'est le sel numéro 2. Et le chlorure de sodium, qui est le sel numéro 3. Donc, la question qui se pose maintenant, quels sont les facteurs qui interviennent dans ce type de dépôt? On a déjà vu le premier facteur qui est, donc il y a deux facteurs ici. Le premier facteur, c'est le degré d'évaporation de l'eau.
on a vu que cette évaporation est progressive. Lorsque la température augmente, il y a évaporation de l'eau, donc diminution de la quantité de l'eau. Une première couche va se déposer. Lorsque l'évaporation va se poursuivre, donc la quantité va encore diminuer de l'eau. Donc il y a un dépôt d'une deuxième couche. Lorsque l'eau va encore s'évaporer, donc sa quantité va diminuer, il y a un dépôt d'une troisième couche. Donc le premier facteur, c'est l'évaporation. Le deuxième facteur, c'est la vitesse de dissolution des sels dans l'eau. Donc, il n'y a pas ici un facteur de taille des particules, parce que les grains, ou bien les grains de sel ont la même taille. Donc, et malgré qu'ils ont la même taille, ils ne se déposent pas tous à la fois. Il y a le sel numéro 1, le sel numéro 2, et le sel numéro 3. Donc, il n'y a pas un dépôt à la fois, même s'ils ont la même taille. Donc, il y a un autre facteur qui est la vitesse de dissolution des sels dans l'eau. سرعة ذوبان الأملاح في الماء. Parce que les sels ne se dissolvent pas dans l'eau à la même vitesse. يعني الأملاح ما كيدوبوش في الماء بنفس السرعة. Par exemple, le sel numéro 3, c'est le sel qui peut se dissoudre très vite dans l'eau. Donc, il nécessite une quantité très faible de l'eau pour devenir soluble. Donc, الملح رقم 3 NaCl غادي يذوب دغيا في الماء، خصو غير شوية د الماء يذوب. Alors que le sel numéro 2, qui est le sulfate de calcium, nécessite une quantité moyenne de l'eau. Et le sel numéro 1, qui est le carbonate de calcium, pour qu'il devienne soluble, il a besoin d'une grande quantité d'eau. Alors, maintenant, lorsque l'eau va s'évaporer, donc lorsque l'eau va diminuer de quantité, donc quel est le sel qui va se déposer le premier? Est-ce que numéro 1 ou bien 2 ou bien 3? Évidemment, c'est numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'une grande quantité pour devenir soluble. Il va se déposer au fond. Et lorsque la quantité d'eau va encore diminuer, un deuxième sel va se déposer. Avec une quantité moyenne, donc il va se déposer. Alors que le troisième sel va se déposer lorsque l'eau devient à une quantité très faible. Le sel numéro 3 donc il va se déposer le dernier. Donc deux facteurs, le degré d'évaporation de l'eau et la vitesse de dissolution des sels dans l'eau. Le sel qui se dissout le plus vite, c'est celui qui va se déposer le dernier. Maintenant, nous allons voir comment on peut transformer une eau salée qui n'est pas potable, qu'on ne peut pas boire, on peut la transformer en eau potable, c'est-à-dire qu'on peut boire. Ce qu'on appelle le dessalement de l'eau de mer. D'aujourd'hui, il nous faut un grand saladier, un petit saladier, de l'eau, du film plastique, enfin du sel. Et sans oublier un porte-clés. Nous pouvons maintenant commencer l'expérience. D'abord, il faut mettre 1 litre d'eau dans le grand saladier.
Maintenant, il faut mettre du sel. Maintenant, il faut insérer le petit saladier dans le grand saladier rempli d'eau, comme ceci. Recouvrons le tout de film plastique. Posons le porte-clés sur le film plastique. Mettons le tout au soleil. Il va falloir attendre plusieurs heures avant de pouvoir obtenir de l'eau potable. Observons le résultat quelques heures plus tard. L'eau du grand saladier s'est évaporée sur le film plastique et est retombée en eau douce dans le petit saladier, ce qui nous permet donc de pouvoir boire de l'eau. Donc jusqu'à maintenant, on a étudié la sédimentation dans deux milieux différents. Il y a la sédimentation des éléments d'origine détritique dans le milieu fluviatile, c'est-à-dire des éléments solides, et la sédimentation des éléments d'origine chimique dans le milieu lagunaire. Maintenant, nous allons étudier la sédimentation dans un troisième milieu différent qui est le milieu marin. Et on sait que dans le milieu marin, il existe plusieurs espèces d'êtres vivants. Parmi ces espèces, ou bien ces êtres vivants, il y a des êtres vivants microscopiques qui occupent ce milieu marin et qu'on appelle le plancton. Il y a le phytoplancton, c'est-à-dire les plantes microscopiques, et il y a le zooplancton, c'est-à-dire les animaux microscopiques. Et on va donner quelques exemples dans ces images. Donc, les deux premières images représentent ce qu'on appelle des radiolaires. Ce sont des animaux microscopiques qui vivent dans le milieu marin. Et on a aussi d'autres espèces qu'on appelle les diatomées. Donc, vous voyez bien qu'il y a des êtres vivants qui peuvent intervenir dans la sédimentation. Donc, la sédimentation qui se déroule dans le milieu marin, c'est une sédimentation biochimique, ou bien sédimentation des éléments d'origine biochimique. Vous voyez bien que biochimique est un mot composé, biochimique. Bio, c'est-à-dire les êtres vivants, bios, la vie, et chimique, c'est-à-dire des éléments chimiques. Donc, ce type de sédimentation, c'est une sédimentation dans laquelle interviennent des êtres vivants qui vivent dans le milieu marin et qui ont une relation avec les éléments dissous dans cette eau. C'est pour ça qu'on appelait ça sédimentation d'origine biochimique. On a un troisième exemple. Ce sont des foraminifères. Donc, on a les radiolaires. Et les foraminifères, ce sont des animaux microscopiques, exactement des protozoaires. C'est-à-dire des animaux microscopiques. Donc, ce sont du zooplancton. Alors que les diatomées, ce sont des algues microscopiques. Ces êtres vivants microscopiques qui vivent dans l'eau de mer ont une caractéristique très spécifique. Ils sont capables d'extraire des éléments dissous dans l'eau de mer, comme la silice et le carbonate de calcium. Vous connaissez le carbonate de calcium, ce sont les éléments dissous. Lorsqu'il devient solide, il donne du calcaire. Alors que la silice, c'est du quartz qui est dissous. On a vu que dans les grains de sable, il y a du quartz. Ce sont des grains qui brillent et qui sont très durs et qui sont à l'état solide. Lorsque ce quartz est à l'état liquide ou bien soluble, on l'appelle silice. Et ces animaux, ils ont la particularité d'extraire des éléments chimiques
évidemment, pour construire leur test, leur coquille, leur squelette. Les coquilles comme l'escargot et les tests ont des douleurs. Donc, ces animaux ont la particularité de fabriquer leur squelette et leur coquille à partir des éléments chimiques dissous dans l'eau de mer. Alors, qu'est-ce qui arrive après? Lorsque ces animaux meurent, évidemment, leur partie molle, c'est-à-dire comme la viande, va se décomposer facilement, très rapidement, par les êtres vivants décomposeurs. Alors que les parties solides, comme les tests et les coquilles, ne sont pas décomposées. Donc, ils vont être brisés et cassés par les courants d'eau, comme les vagues, qui sont très fortes. Et ils vont descendre dans les fonds marins. Ils vont s'accumuler et se déposer dans les fonds marins pour former des boues carbonatées et siliceuses. Des boues parce qu'ils sont mélangés avec l'eau. Donc, des restes carbonatés, c'est-à-dire comme du calcaire, et des restes siliceuses vont descendre dans les fonds marins et vont former des sédiments au fond marin qui sont appelés des sédiments carbonatés et siliceux. Donc, on assiste ici à une sédimentation des éléments d'origine biochimique dans les fonds marins. Pourquoi biochimique? Biochimique parce qu'il y a intervention des êtres vivants ou bien la sédimentation et dépôt des restes des êtres vivants dans le fond marin. Donc, trois types de sédimentation. La sédimentation détritique dans le milieu marin, la sédimentation chimique dans le milieu lagunaire et la sédimentation biochimique dans le milieu marin. Donc, vous remarquez la différence des milieux de sédimentation et aussi la diversité ou bien plusieurs types de sédimentation. Observez ces deux images. Je vous invite à admirer ces beaux paysages géologiques ou bien ces belles créatures de la nature. Donc on est ici dans deux gouffres ou bien deux grottes. Un gouffre, c'est une grande grotte, c'est-à-dire des cavités naturelles souterraines. C'est-à-dire elles ont été creusées sous le sol dans des formations rocheuses très dures. Donc, certainement vous avez déjà visité des gouffres. Et le Maroc est le pays des gouffres. Donc, à l'intérieur de ces gouffres, on observe des formations géologiques qu'on appelle stalactites et d'autres qui sont appelées stalagmites. En arabe, on dit sa'idat ou l'habitat. Donc, les stalactites et les habitats, ce sont des formations rocheuses suspendues vers le bas, comme vous le voyez. Alors que les stalagmites, ce sont des formations rocheuses qui s'allongent vers le haut. Donc, ces stalactites et stalagmites se sont formés durant plusieurs millions d'années. La question qui se pose, sans doute vous avez posé cette question, comment se forment ces paysages géologiques? C'est-à-dire comment se sont creusées ces grottes ou bien ces gouffres et comment se sont formés ces stalagmites et ces stalactites. Maintenant, nous allons expliquer comment ces stalactites et stalagmites se forment à l'intérieur de ces grottes et ces gouffres. Mais d'abord, nous allons regarder cette vidéo qui montre comment les grottes et les gouffres se forment dans les formations rocheuses souterraines. Les roches qui constituent le sous-sol sont par endroits creusées de cavités souterraines, les grottes.
Les grottes, généralement produites par l'érosion, apparaissent surtout dans les roches poreuses, comme le calcaire. L'eau de pluie, naturellement acide, s'infiltre dans la roche et dissout lentement le calcaire. Lorsqu'elle atteint la nappe phréatique, l'eau s'écoule horizontalement vers une issue naturelle et creuse peu à peu des galeries. En continuant de creuser la roche en profondeur, l'eau provoque l'abaissement progressif du niveau de la nappe phréatique, tandis que les galeries supérieures s'assèchent. Les grottes constituent ainsi de vastes réseaux de galeries asséchées, de lacs et de rivières souterraines. En explorant ces réseaux, les spéléologues peuvent observer d'impressionnantes concrétions formées par la recristallisation du calcaire dissous par l'eau. Les stalactites qui pointent vers le sol, les stalagmites dirigées vers le haut, les colonnes et les draperies composent des paysages souterrains étonnants qui témoignent du lent travail de l'eau sur la roche. Il faut en effet une centaine d'années pour qu'une stalactite s'allonge d'1 centimètre. Donc, ce sont les eaux acides qui ont creusé ces grottes et ces gouffres. Les eaux acides, c'est riches en CO2, s'infiltrent à travers les fissures et dissouent le calcaire. Et donc, on assiste à la formation d'une solution calcaire et donc des grottes se creusent. Maintenant, comment ces stalactites ici, ou bien ces stalagmites se forment à l'intérieur de ces grottes? Donc, lorsque l'eau acide dissout le calcaire, il s'infiltre à travers les fissures. Donc, c'est une solution calcaire, CO2 plus calcaire. Et lorsque cette solution va descendre dans les profondeurs, à une certaine profondeur, la pression va augmenter. Et lorsque la pression augmente, le CO2 va s'échapper de cette solution. Donc il va se dégager de la solution calcaire et le calcaire va reprendre son état solide. Et cette goutte va tomber. Et en tombant, elle va laisser un petit dépôt de calcaire sur le plafond ici. Un très petit morceau, très très fin. Et cette goutte, lorsqu'elle va tomber sur le sol, elle va s'écraser et elle va laisser un petit dépôt de calcaire à l'état solide qui va, le long des millions d'années, va donner des stalagmites. Et la même chose sur le plafond. Les accumulations de ces dépôts de calcaire, une année après une année, et après des millions d'années, on assiste à l'apparition des stalactites qui sont de grande taille et aussi des stalagmites qui peuvent s'allonger et se rejoindre après des millions d'années. Et comme vous avez vu dans la vidéo, une stalactite ou bien une stalagmite s'allonge de 1 cm pendant une durée de 100 années. Donc, c'est un processus très très lent. La formation de grottes et de gouffres, c'est un processus très lent. Et aussi la formation de stalactites et de stalagmites, c'est un processus très très lent. Ça nécessite des millions d'années. Donc les eaux acides riches en calcaire dissous s'infiltrent à travers les fissures et dans les gouffres et à cause de la pression élevée. Le CO2 va se dégager et le calcaire reprend son état solide et va se déposer en quantité très très fine, soit sur le plafond, soit sur le sol, et va conduire à la formation des stalactites et des stalagmites que nous pouvons voir dans cette deuxième vidéo. Vous voyez des gouttes qui tombent du plafond vers le sol et qui vont laisser des morceaux de calcaire qui vont se déposer soit sur le plafond, soit sur le sol et former des stalactites et des stalagmites. Donc la leçon de la sédimentation est terminée. Je vous
remercie de votre attention et à la prochaine.